Et voilà, on y va, c'est un départ. Donc, d'abord, un bref plan de la présentation. Nous avons 1 heure et beaucoup de contenu à vous présenter. Donc, on va faire une brève introduction. Je vais ensuite vous présenter le projet Biblius, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, vous parler du calendrier de déploiement, comment vous y avez accès, est-ce que vous y avez accès ou non, dépendamment de votre milieu. Et ensuite, on va se concentrer sur une visite guidée de Biblius, c'est-à-dire une démonstration là, pour que vous puissiez par la suite vous débrouiller et explorer vous-même l'outil et la plateforme. Et à la fin, s'il reste du temps, on pourrait prendre quelques questions à l'oral. Je demanderai à ma fidèle collègue de me nommer certaines questions. Sinon, tout au long de la présentation, comme on vous disait, n'hésitez pas à poser vos questions. Ils vont être répondues dans le Q&A ou questions-réponses. Petite précision, juste avant de commencer, on aurait pu simplement vous faire une visite guidée de Biblius, de l'outil, mais on trouvait ça important de contextualiser pour vraiment comprendre c'est quoi une bibliothèque scolaire numérique, en quoi c'est différent d'une bibliothèque scolaire physique, papier, en quoi c'est complémentaire aussi et comment ça peut être utilisé en classe. Donc, on va vraiment présenter tout ça avant de faire la démonstration. En guise d'introduction, bien, je vous disais, nous sommes chargés de projet chez BiblioPresto. Qui est BiblioPresto? C'est un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied en 2012 par un regroupement de bibliothèques publiques à l'époque, dont le mandat est de développer des services numériques pour appuyer la mission des bibliothèques. Ça a été fondé par des bibliothèques publiques, mais maintenant, on soutient les bibliothèques de tout horizon, dont les bibliothèques scolaires. Il y a plusieurs projets qui ont été faits par BiblioPresto à travers le temps, notamment la plateforme prêtnumérique.ca que vous connaissez peut-être, qui est maintenant utilisée dans presque la totalité des bibliothèques publiques du Québec et même du Nouveau-Brunswick également. Et il y a aussi d'autres projets. Et bien sûr, le projet Biblius, qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Petite mise en bouche pour commencer. Il faut garder en tête qu'un livre numérique, c'est un fichier. Donc, comme un document Word ou un document Excel, ça prend un endroit pour l'entreposer. Quand on parle d'un endroit, c'est un ordinateur, un serveur, une clé USB, peu importe. Et un outil pour l'ouvrir, parce que si vous avez juste un document Word et qu'il n'y a pas la suite Excel sur votre ordinateur, on ne peut pas l'ouvrir. Là, c'est un petit peu plus technique, mais gardons en tête qu'un livre numérique, c'est un fichier. Il y a plusieurs formats de livres numériques qui existent sur le marché. Les plus répandus, ce qu'on retrouve dans Biblius, il y a le format PDF, ça vous connaissez, un PDF, c'est un PDF, mais aussi le format EPUB qui permet différentes choses. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. On peut aussi avoir des livres audio qui sont considérés comme des livres numériques. Il faut garder en tête aussi que le livre numérique, il est soumis à la loi sur le droit d'auteur. Au même titre qu'un livre papier, il est aussi illégal d'envoyer un livre numérique par courriel que de photocopier au complet un livre. C'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre parce que ça semble facile de partager un fichier quand il n'est pas protégé ou il n'est pas dans un environnement sécuritaire, mais le livre numérique est quand même soumis à la loi du droit d'auteur, donc ça soulève beaucoup d'enjeux au niveau de la gestion et de l'accès. Cet élément aussi, en bibliothèque, on doit signer des licences. Donc, c'est pour pouvoir prêter des livres numériques. On doit signer des ententes avec chacun des éditeurs pour s'assurer qu'ils acceptent les conditions d'utilisation dont je vais vous parler tantôt. Par exemple, si on veut pouvoir projeter un livre numérique sur le TNI, eh bien, on doit avoir eu l'autorisation de l'éditeur. Donc, c'est pour ça qu'on fait un travail de signer des licences avec eux pour encadrer le prêt et la condition. Et finalement, dernière petite précision avant vraiment de se rentrer là, dans l'action, il faut garder en tête la distinction entre la plateforme. Biblius, c'est une plateforme, c'est un outil, et son contenu. Donc, Biblius, c'est un outil, c'est un peu l'équivalent si on fait le parallèle avec la bibliothèque physique, Biblius, c'est l'équivalent du local, des étagères, du système de prêt qui permet de gérer les prêts et les retours, des fauteuils, de tout ce qu'on peut trouver dans une bibliothèque. Et son contenu, donc les différentes collections, ce sont les livres qu'on peut mettre sur ces tablettes. Pour l'instant, c'est un peu abstrait, mais vous allez voir tantôt, ça va être très clair et je pense que vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par là. Ah oui, dernière mise en bouche, c'est vrai, avant de commencer vraiment le projet Biblius. Présentement, au Québec, il y a vraiment un tournant qui est une nouvelle vision de la bibliothèque scolaire qui se veut maintenant un carrefour d'apprentissage. Donc, il y aurait l'occasion de faire une présentation là, de plusieurs heures sur qu'est-ce qu'un carrefour d'apprentissage, mais je prends seulement 1 minute là, pour vous en parler. Peut-être que dans votre milieu, c'est quelque chose qui n'est pas concret. Peut-être que vous n'avez même pas de bibliothèque scolaire.
Mais néanmoins, c'est une vision, c'est une tendance et une direction que prennent les bibliothécaires professionnels qui travaillent dans les centres de services scolaires pour réaménager d'abord les bibliothèques pour pouvoir répondre aux besoins des élèves et des enseignants au niveau de l'apprentissage. Donc, de faire de la bibliothèque un lieu d'apprentissage en complémentarité avec ce qui est à faire dans la classe et d'y intégrer notamment beaucoup de choses, mais notamment des nouvelles technologies, donc la robotique, mais aussi des livres numériques. Et tout ça dans l'optique de vraiment avoir une cohérence avec le cadre de référence de la compétence numérique. Donc, de faire de la bibliothèque scolaire un carrefour d'apprentissage pour répondre aux besoins des élèves et des enseignants, mais également pour pouvoir développer les compétences informationnelles, la compétence numérique, mais aussi les compétences informationnelles, développer l'esprit critique, vraiment avoir une culture informationnelle, comment faire une recherche d'information, par exemple. Tout ça est lié et c'est intéressant vraiment de l'avoir en tête. Si vous avez des bibliothécaires professionnels dans votre milieu, vous pouvez leur adresser vos questions et ils se feront vraiment un plaisir de réfléchir avec vous sur ces éléments-là. Cette fois, c'est vrai, on y va, on plonge. Et en termes d'introduction, je me permets de vous présenter une petite vidéo. Déploiement de Biblius, une plateforme de prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire. Pour l'année 2021-2022, dans le cadre du Plan d'action numérique, le ministère de l'Éducation du Québec offre l'accès à une collection partagée numérique. Pour tous les élèves et le personnel du réseau public, du préscolaire à l'éducation aux adultes. Facile d'accès en passant par le portail Mosaïque ou directement sur le site web de Biblius. Et voilà, ça, si vous voulez aussi une petite introduction. Je sais que la présente conférence est traduite en anglais, mais la vidéo qu'on vient de présenter est disponible uniquement en français. Voilà, donc plongeons, cette fois c'est vrai. Donc le projet Biblius, on l'a vu un peu dans la vidéo, s'inscrit dans le cadre du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Donc, la mesure 17 se lit comme suit. Donc, le ministère s'est engagé à déployer le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires québécoises et à encourager leur transition vers des carrefours d'apprentissage. Donc, c'est dans ce contexte-là que le ministère de l'Éducation a confié le mandat à BiblioPresto, qui avait déjà une riche expérience d'avoir déployé le prêt numérique dans les bibliothèques publiques, pour développer, mettre en place et déployer une plateforme pour faire le prêt de livres numériques, mais dans les bibliothèques scolaires. C'est dans ce contexte-là que moi et mes collègues avons été embauchés. Nous avons toute une riche expérience comme bibliothécaires scolaires. Nous avons travaillé dans des centres de services scolaires. Donc, l'intention était de s'assurer qu'on réponde aux besoins du terrain, vraiment en développant le projet avec toutes les particularités que présente le milieu scolaire. Et donc, la plateforme Biblius, elle est destinée aux élèves, aux enseignants, tous les membres du personnel scolaire, mais aussi aux élèves du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire, ainsi que la formation professionnelle et générale aux adultes. Donc, la plateforme ne s'adresse pas au niveau du cégep et des universités, mais plutôt à ce qu'on vient de nommer, c'est ça la patinoire, le public cible. Le projet, on peut le résumer en 4 volets. 4 volets et avec 2 volets transversales. Un volet technologique, d'abord, on doit mettre en place l'outil, la plateforme. Je vous disais tantôt, c'est comme un local, c'est un espace. Donc, il faut mettre en place sur le plan technologique cet élément-là. Développer différentes fonctionnalités, s'assurer qu'on peut l'utiliser sur le plan pédagogique, donc réfléchir à tout ça. Donc, un gros volet technologique, mais aussi un gros volet juridique et économique. Ce bout-là peut être un peu obscur, mais il est néanmoins fort important. Donc, c'est de pouvoir développer des ententes qui permettent d'utiliser dans le cadre de l'enseignement, de l'apprentissage, des livres numériques. Donc, on peut penser des fois, on a en référence Copybec qui négocie des droits de reproduction, mais là, nous, c'est vraiment des droits d'utilisation. Donc, il n'y a pas de reproduction dans Biblius, mais on fait seulement utiliser les livres. Tout un volet économique, juridique.
Et aussi un volet de formation. Donc, un de nos mandats chez BiblioPresto, c'est de soutenir le déploiement et la formation des bibliothécaires professionnels, mais aussi via les responsables dans les milieux, de soutenir la formation, l'apprentissage par rapport à la plateforme elle-même, donc la maîtrise de la plateforme. Et finalement, un gros volet de communication, et c'est dans le cadre de ce volet-là que je suis ici présente avec vous. Et oui, voilà. C'est très important dans l'ensemble du projet d'avoir un équilibre entre les besoins du milieu du livre, les besoins de l'éducation. Ça aussi, parfois, ça peut sembler un peu loin ou un peu obscur, mais c'est vraiment très, très important à comprendre. On met sur pied quelque chose de nouveau au niveau économique au Québec, au niveau du milieu, entre le milieu scolaire et le milieu du livre. Et donc, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont impliqués dans le projet. Ce n'est pas seulement BiblioPresto, mais c'est vraiment, bien sûr, le ministère de l'Éducation, mais aussi plusieurs partenaires de la recherche de différents horizons qui collaborent avec nous dans le cadre du projet. Je vous disais tantôt un peu le parallèle entre la bibliothèque physique et la bibliothèque numérique. Je prends quand même quelques minutes là, pour clarifier un peu cet élément-là en me permettant de faire un parallèle entre les deux. Donc, la bibliothèque scolaire traditionnelle, on y accède via un local dans l'école. Ça, c'est assez facile. Alors que Biblius, la bibliothèque scolaire numérique, on y accède, c'est numérique, donc c'est virtuel, c'est pas tangible. On y accède via le portail scolaire ou en ligne. Donc, on se branche à notre portail scolaire, je vais vous faire la démonstration tantôt, ou en ligne. Une bibliothèque traditionnelle, c'est un local où on peut circuler, c'est-à-dire se promener entre les rayons, entre les étagères. On peut prendre un livre, les feuilleter avant de les emprunter. Et bien sûr, il y a des étagères sur lesquelles on peut mettre différentes collections de livres. Du côté de la bibliothèque numérique, donc de Biblius, Biblius, c'est un espace en ligne. Ça peut ressembler à un site web. Derrière, ce n'est pas vraiment un site web, mais on peut le concevoir comme ça pour simplifier un peu. Dans lesquels on peut se promener parmi les rayons virtuels de la bibliothèque. Donc, voir les différents livres numériques qui sont présentés, mais de manière virtuelle, donc en ligne. Et on peut aussi feuilleter des extraits avant de les emprunter, ce qui peut être très, très chouette et avoir une cohérence avec les pratiques qui sont encouragées au niveau des bibliothèques papier. Du côté de la... Pardon. Du côté de la bibliothèque traditionnelle, on a un catalogue de recherche en ligne qui permet de faire des recherches et on a aussi souvent des présentoirs thématiques. Si on veut faire une présentation sur l'Halloween, on va mettre en valeur des livres d'Halloween dans un présentoir qui est en métal, en bois, donc vraiment très physique. Du côté de la bibliothèque numérique, il y a aussi des outils qui permettent de faire la même chose, c'est-à-dire de mettre en valeur différentes sélections thématiques à différents moments de l'année ou autres, mais aussi, bien sûr, un outil de recherche qui permet de chercher par titre, auteur, sujet. Je vais vous montrer ça tantôt. Et aussi des outils de découvrabilité. Ça, c'est pour, par exemple, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, on peut commencer notre recherche par différentes pistes. Ça aussi, ça va être plus clair tantôt, le plus concret avec la démonstration. Du côté de la bibliothèque traditionnelle, c'est un local où on peut faire de la lecture sur place, où on peut emprunter notre livre et lire notre livre hors dehors du local, bien sûr, peu importe où on veut. Du côté de Biblius, de la bibliothèque numérique, il y a une fonction qui permet d'ouvrir les livres à même la plateforme. Il n'y a pas de téléchargement, d'ouverture, peu importe, et de les lire à même la plateforme. Ça veut dire que dans le fond, on peut accéder à la bibliothèque numérique de partout et on peut ouvrir et lire nos livres de partout à condition d'avoir accès à Internet. Je vais y revenir ça aussi un petit peu tantôt. Du côté de la bibliothèque traditionnelle, on a du mobilier, donc des tables, des chaises, parfois même des TMI, si on a des bibliothèques qui tendent vers le carrefour d'apprentissage. Et du côté de Biblius, bien, on a des fonctionnalités qui permettent d'utiliser de manière pédagogique les œuvres qui sont offertes. Donc, il y a une complémentarité aussi qui est là. Et finalement, du côté de la bibliothèque traditionnelle, ça, c'est évident, presque toutes les bibliothèques ont ça, un comptoir pour enregistrer les prêts, les retours, avec un logiciel derrière. Et du côté de Biblius, c'est la même chose. On n'a pas de comptoir, bien entendu, mais il y a un système qui gère les prêts, les retours, les réservations. Donc, c'est vraiment, il y a un parallèle à faire et une complémentarité à comprendre et à voir entre la bibliothèque traditionnelle et Biblius. Petit élément, j'aurais dû le dire en introduction, là, ça m'a échappé. L'intention du projet Biblius n'est pas du tout de remplacer la bibliothèque physique, la bibliothèque papier, par la bibliothèque numérique, pas du tout. L'intention est plutôt, en fait, d'élargir
l'offre de services des bibliothèques scolaires pour répondre aux besoins de tous les élèves et des élèves et du personnel et de mieux répondre. Donc, il y a certains contextes où le livre numérique a une plus-value. Par exemple, si on veut le projeter sur TNI, mais il y a certains contextes où il n'y en a pas. Donc, l'intention n'est pas du tout de réfléchir ou de se positionner par rapport à ça, mais plutôt d'offrir un éventail plus large pour permettre aux enseignants et aux élèves de répondre à leurs besoins. Comment la plateforme Biblius et les livres numériques peuvent-ils être utilisés en classe? Bon, tantôt, je vous disais, il y a des conditions d'utilisation qui ont été négociées avec les éditeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Biblius? D'abord, on peut lire les livres sur tous les types d'appareils qui permettent d'avoir accès à Internet et bon, de gérer une authentification. Ça veut dire que peu importe si on a une tablette numérique, un téléphone intelligent, un Chromebook, un ordinateur, tout ça permet non seulement d'accéder à la bibliothèque numérique, mais d'ouvrir les livres et de les lire. Donc, c'est très intéressant parce que peu importe l'appareil qu'on a en main, ça fonctionne très, très bien là, de manière générale. C'est accessible de partout. On en a parlé tantôt. On peut commencer une lecture à l'école, la poursuivre dans l'autobus, commencer la lecture à l'école sur un ordinateur, la poursuivre dans l'autobus sur mon téléphone intelligent et le terminer à la maison sur la tablette de mon père ou de ma mère. Tout ça est possible sans problème. Il est permis de projeter sur TNI. Donc, au niveau des ententes avec les éditeurs, on peut projeter la totalité d'une œuvre sans problème. Toutes les œuvres qui se trouvent sur Biblius peuvent être projetées dans leur entièreté. Et c'est la même chose dans le cadre de l'enseignement à distance. Donc, toutes les œuvres qui se trouvent sur Biblius peuvent être partagées en fonction de partage d'écran en totalité. Il n'y a pas d'extrait. On n'est pas limité à un extrait. C'est vraiment l'œuvre au complet. Donc, pour un album, ça peut être, par exemple, très intéressant de pouvoir projeter l'ensemble d'un album, tout en étant, bien sûr, en direct. Toutefois, il n'y a pas d'enregistrement permis. Je n'entrerai pas dans le détail, mais donc, il faut voir l'utilisation comme étant en direct, qu'elle soit à distance ou sur place. Là, tout ça est permis. Et on peut aussi faire des assignations de lecture. Donc, l'enseignant peut assigner des lectures à ses groupes d'élèves. Vous allez voir tantôt, ça va être plus concret avec la démonstration, mais c'est une fonction qui est très, très chouette dans le cadre de l'utilisation. Au niveau de l'utilisation concrète, moi, mon rôle en tant que chargée de projet, ce n'est pas de vous donner des pistes d'utilisation pédagogique. Pour ce faire, je vous invite plutôt à vous tourner vers soit vos conseillers pédagogiques, vos collègues. C'est très intéressant, par exemple, de réfléchir entre collègues à l'utilisation pédagogique du livre numérique, mais aussi vos bibliothécaires professionnels qui sont souvent en poste au centre administratif, les orthopédagogues, donc de réfléchir de manière interprofessionnelle dans vos milieux à l'utilisation pédagogique. Et le seul élément que je pourrais mentionner, c'est qu'on peut, de manière très générale, utiliser le livre numérique de la même manière et dans les mêmes contextes qu'on utilise un livre papier, par exemple en cercle de lecture, utiliser des stratégies de lecture sur le TNI. Tout ça est possible et plus encore. Donc, je vous invite à réfléchir, à vous tourner vers vos milieux, vers les gens, les collègues du récit qui pourraient aussi vous donner un bon coup de main là-dessus. Quels sont les livres numériques qui peuvent être offerts sur Biblius? Première chose, il n'y a pas de cahier et manuel scolaire sur Biblius. On se consacre plutôt à la littérature jeunesse. Par littérature jeunesse, on entend les livres, des albums, des romans, de la bande dessinée, poésie, théâtre, mais aussi des livres documentaires, donc des textes courants qui peuvent aussi se trouver et être offerts sur la plateforme, au même titre que dans la bibliothèque scolaire papier. On trouve des livres, pour l'instant, en français et en anglais. Éventuellement, on pourrait avoir des livres dans d'autres langues aussi, à condition qu'ils soient accessibles en livre numérique, en version numérique sur le marché. Au début de la présentation, je vous ai mentionné qu'il faut distinguer l'outil lui-même des collections qui y sont offertes. Donc, on peut mettre dans Biblius, dans l'outil, différentes collections. Eh bien, comme on l'a vu dans la vidéo, la première chose à savoir qui est fort intéressante, c'est qu'il y a une collection partagée de 407 œuvres qui est offerte par le ministère de l'Éducation pour l'ensemble des élèves et du personnel scolaire du réseau public. Ça veut dire qu'au moment de votre première connexion, le réseau public a accès à une collection de 407 œuvres dont la sélection a été faite par un comité de sélection l'an dernier en collaboration avec le ministère, avec le terrain. Il y a eu un sondage, des recensions de besoins. Tout ça a été fait pour pouvoir offrir à tous des œuvres et une belle collection numérique qui peut être utilisée en classe.
Il est possible aussi, en parallèle, de faire des achats locaux pour compléter cette collection partagée d'œuvres-là. À ce moment-là, en fonction des ressources locales, des ressources humaines, des ressources financières, on peut faire l'achat de livres numériques et les mettre aussi dans la plateforme. Quand on respecte l'écosystème de Biblius, il y a une librairie, tout ça. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est important, c'est intéressant à savoir quand même qu'on peut compléter ce qui est offert dans Biblius avec des collections locales. À ce moment-là, les achats qu'on fait sont accessibles uniquement pour notre centre de service scolaire, qui ne sont pas visibles par les autres centres de service scolaire, contrairement à la collection partagée qui, elle, est visible et accessible par tous. Volet communication, super important. Je vous invite vraiment à aller voir si vous voulez en savoir plus sur le projet Biblius, si vous voulez avoir les dernières nouvelles, mais aussi consulter la section outils et formations. Là, je vais vous la montrer tantôt. On a vraiment le site d'information projetbiblius.ca sur lequel vous allez trouver beaucoup d'informations, des capsules vidéo sur les différentes fonctions. Là, je vais vous faire une démonstration assez rapide tantôt, mais si vous voulez creuser, en savoir plus, n'hésitez pas à vous référer au site. Vous avez aussi le formulaire de contact, la section contact. Si vous avez des questions, n'importe quelle question concernant le projet, vous pouvez communiquer avec nous. Vous pouvez également vous adresser à vos bibliothécaires professionnels s'il y en a dans votre milieu. Comme je vous disais, ils sont généralement en poste au centre administratif, mais n'hésitez pas à nous contacter, puis on peut aussi vous mettre en contact avec les personnes dans votre milieu s'il y a lieu. Le site Projet Biblius est disponible en français et en anglais. Toutefois, tous les outils qui sont proposés, donc les capsules, les guides, sont disponibles seulement en français. Mais au moins en anglais, vous avez une idée générale de toute l'information qui s'y trouve. Finalement, au niveau du volet formation, comme je disais tantôt, je vous invite vraiment au niveau de la formation à vous tourner vers les ressources humaines de votre milieu, donc les conseillers pédagogiques, les bibliothécaires, les orthopédagogues, réfléchir avec les gens de votre milieu comment utiliser la plateforme. Si on est vraiment néophyte avec le numérique, ça peut présenter certains défis, la connexion, mais aussi comment l'utiliser, vraiment l'intégrer dans votre pratique. Tout ça, on vous invite vraiment à réfléchir avec votre milieu. Biblius, c'est un tout nouveau projet. Ça ne fait pas longtemps que c'est commencé. Là, je vais parler du calendrier dans quelques minutes, mais pardon, j'ai perdu mon idée. C'est un tout nouveau projet. Donc, tout est à construire. On a beaucoup de partenaires, entre autres le Récit, ça fait partie des intentions de collaboration avec nos collègues du Récit qui pourraient diffuser sur le site certaines SAE ou des choses comme ça. Vraiment, tout ça, c'est le début de quelque chose qui va prendre forme et qui va sans doute grossir et devenir vraiment intéressant là, pour l'ensemble du milieu. Il y a aussi sur notre site des ressources en ligne. Je vous en ai mentionné, je vais vous les montrer dans quelques instants. Là, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Dernier point avant la démonstration, donc le calendrier. De 2019 à 2021, nous avons réalisé d'abord une phase de développement. Il fallait mettre sur pied la plateforme, l'outil, sonder les besoins du terrain, voir quels étaient, réfléchir à tout ça, négocier des licences avec les éditeurs, une première forme de développement. Et ensuite, l'an dernier, normalement, c'était, en raison de la pandémie, il y a eu un petit décalage. Donc, disons, de 2019 à 2021, une phase de déploiement restreint qui s'est vécue auprès de 35 écoles réparties dans 17 milieux au Québec. Donc, un établissement d'enseignement privé, 14 centres de services scolaires, 2 commissions scolaires. Il y avait 5 000 élèves qui ont participé à ces projets-là. Donc, l'intention du déploiement restreint était d'expérimenter, de voir ce qu'il y avait à améliorer à la plateforme en vue du déploiement complet à l'ensemble des milieux. On a aussi réalisé à partir de janvier 2021, donc à partir de janvier l'an dernier, la dernière année scolaire, un branchement progressif des milieux, donc pour pouvoir accéder à Biblius. Et ce déploiement progressif-là se poursuit cette année, en 2021-2022. L'intention est de donner accès à l'ensemble des centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Je suis vraiment dans le réseau public. Dans quelques instants, je parlerai des autres réseaux. Le branchement, demande une intervention très simple. Il n'y a pas d'installation locale. Il suffit, c'est 3 étapes très simples qui prennent moins de 15 minutes, là, qui sont nécessaires par le service des technologies de l'information pour arrimer. En fait, c'est une connexion. Il faut voir comme si on prenait 2 fils et on les branchait entre le portail scolaire Mosaïque et Biblius. Donc, c'est quelque chose qui se fait très facilement.
après avoir eu l'approbation d'un gestionnaire, bien sûr. Même si le projet s'inscrit dans le cadre du plan numérique, c'est un projet du ministère, on doit avoir l'approbation du gestionnaire avant de pouvoir faire le branchement d'un milieu. En date du 26 octobre, on avait 60 centres de services scolaires et commissions scolaires qui étaient branchés, qui représentaient 90 des élèves du réseau public québécois. Là, vous vous demandez, est-ce que mon centre de service scolaire est branché? Pas de panique, c'est très facile. Je vous le dis ici, mais je vous le montre tantôt aussi pour que ce soit plus facile. Donc, il y a deux manières. En fait, il y en a trois, mais ici, je vous nous en nomme deux pour savoir si votre CS ou votre CSS est branché à Biblius. Première manière de vérifier, c'est en allant sur le site d'information, donc projetbiblius.ca, et cliquer sur « Me connecter à Biblius » sur la page d'accueil ici. Vous allez arriver sur la liste des centres de services scolaires qui sont branchés. Ou sinon, dans votre mosaïque portail, donc le portail scolaire, si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas grave, il y a une autre porte d'entrée, je vous la montre dans quelques instants, mais si vous utilisez le mosaïque portail, donc la tuile Biblius, le petit logo comme vous voyez à l'écran, s'il a été activé par les technologies de l'information de votre milieu, il s'y trouve. La démonstration tantôt va vous aider aussi. Donc là, ça c'était pour le réseau public, les CS, CSS. Pour les autres réseaux, donc d'abord le réseau des établissements d'enseignement privé du Québec. Au courant de l'année dernière, nous avons établi, entre autres, une collaboration avec la FEP, la Fédération des écoles, des établissements d'enseignement privé du Québec, afin de sonder le terrain, voir quels étaient les besoins, donc quels étaient, par exemple, les portails scolaires les plus utilisés, et afin d'évaluer quelles modifications, quels ajustements on devait faire avec ce qui était déjà en place pour établir un calendrier de travail. Donc, l'évaluation a été faite l'an dernier. Présentement, on est en train de travailler sur le plan technique à développer, à ajuster le tout. Et l'intention est de débuter le branchement au courant de l'année 2021-2022 et de poursuivre, bien sûr, dans les années scolaires suivantes. Au niveau des établissements d'enseignement des Premières Nations et des Inuits hors CS-CSS, donc je ne parle pas des établissements d'enseignement qui sont dans les CSS, mais vraiment, par exemple, les écoles de conseil de bande ou des établissements comme ça. Nous sommes présentement, on a commencé l'an dernier, mais ça se poursuit, en train d'élaborer le portrait et de définir les besoins. Quels sont les besoins de ces communautés, de ces écoles? Est-ce qu'il y a des portails? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et de voir, d'évaluer comment on devait en fait déployer le tout et comment on devait ajuster sur le plan technique pour s'assurer de répondre vraiment aux besoins de tout le monde. Le calendrier de branchement est à venir. Pour l'instant, on n'a pas de date encore, mais on est en évaluation de tout ça. Ça serait le moment de se lancer dans Biblius, le moment tant attendu pour vraiment voir comment ça fonctionne. Première étape, on peut passer par le site Projet Biblius, comme je vous disais tantôt. Juste avant de vous montrer comment vous connecter, là, je fais une petite parenthèse. Tantôt, je vous mentionnais au niveau des outils et formations, il y a une section outils et formations pour les enseignants et le personnel scolaire. Ça se veut un point de départ. Là, mon Internet est un peu lent aujourd'hui, mes excuses de la maison. Quand ça va s'ouvrir, on va pouvoir voir. Bon, mes excuses. Éventuellement, ça va ouvrir. Donc, vous allez avoir accès à différentes capsules. Ah, bon, voilà. Donc, des capsules vidéo, présentation générale de la plateforme, des assignations de lecture. Ouais, c'est lent, mes excuses vraiment. Comment se connecter à Biblius? Quels sont les premiers pas? Premier pas, c'est un peu la version très, très courte de ce que je vais vous faire dans les prochaines minutes. Comment ouvrir et lire un livre, comment fonctionne la synthèse vocale intégrée dans Biblius. Et on va continuer à en ajouter vraiment en courant d'année scolaire en fonction des besoins et des questions qu'on reçoit. Donc, ces capsules-là sont là pour vous. N'hésitez pas à les utiliser. Vous pouvez les présenter en classe à vos élèves aussi. Donc, ça se veut un point de départ. Bien sûr, comme on disait tantôt, c'est un point de départ, mais n'hésitez vraiment pas à communiquer avec vos CP récits, vos CP disciplinaires, vos orthopédagogues aussi. Bien sûr, on parle de livres numériques, donc l'accessibilité est un enjeu super important ici. Donc, ça, c'est vraiment un point de départ ici. Vous avez les conditions d'utilisation, je vous les ai nommées à l'oral tantôt, mais si vous cliquez ici, vous les avez écrites, donc ce qui est permis de faire ou non avec la plateforme et les œuvres qui y sont offertes. Et on a aussi une foire aux questions. Ici, vous y avez accès soit par le menu en haut ou bien ici, avec différentes rubriques très, très riches en fait. Donc, pour savoir
c'est quoi, ça va vraiment là, du détail, de la base, qu'est-ce qu'un livre numérique, comment ça fonctionne le prêt, jusqu'à des trucs très, très, très détaillés, comment utiliser, comment faire des achats locaux, quel est le calendrier de déploiement, donc tout ça, qui fait quoi dans le déploiement de Biblius. Donc, n'hésitez pas, cela est vraiment là pour vous, cette section-là. Donc, je vais revenir à la page d'accueil. Je ferme la parenthèse et on se lance vraiment dans la connexion. Donc, premier moyen d'accéder à Biblius, si je ne suis pas certaine, je n'utilise pas le portail Mosaïque dans mon milieu, j'ai oublié que ça fonctionnait, j'ai simplement googlé Biblius, j'arrive sur le site projet Biblius. Je peux cliquer sur « Me connecter à Biblius ». Et là, j'arrive en fait à la liste de l'ensemble des centres de services scolaires qui sont branchés. Bien sûr, cette liste-là, on la met à jour au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux milieux qui s'ajoutent, qui se branchent. Pour l'instant, c'est une liste très, très fixe. Elle est fixe, ce n'est pas une mise en page très dynamique ni très, très conviviale, surtout pour des élèves. On sait que ce n'est pas évident du tout. Ça sera amélioré là, en cours de route, mais pour l'instant, c'est un bon point de départ. Donc, si je suis un élève, un enseignant du centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île, j'ai simplement cliqué sur mon milieu et j'arrive sur cette page ici, qui est une page de connexion. Peu importe si j'utilise ou pas le Mosaïque Portail, je dois cliquer sur « Se connecter avec Mosaïque ». Et là, à ce moment-là, je vais avoir une fenêtre d'authentification qui va me demander un mot de passe et un code. C'est exactement la même chose que ça, c'était la première porte d'entrée. J'ai arrêté, mais on va poursuivre. Donc, la deuxième porte d'entrée, c'est via le Mosaïque Portail. Donc, si j'accède à mon Mosaïque soit en googlant mosaïqueportail.ca, si vous l'utilisez, je peux me connecter. Que je sois un élève ou un membre du personnel, c'est la même chose. Là, je vais me connecter comme un élève. Voilà, ici. Donc là, je suis sur mon Mosaïque Portail. J'ai la tuile Biblius. On l'appelle la tuile, c'est un vocable de la Grix. Et si je clique dessus, je vais basculer directement dans mon compte d'utilisateur de Biblius. Je n'utiliserai pas le compte ici pour faire la démonstration parce que c'est un vrai compte, c'est le compte du fils d'une de nos collègues. Donc, je vais utiliser un compte test pour vous faire la suite de la démonstration. Petite précision, si je retourne juste une seconde en arrière et je cliquais sur « Me connecter avec Mosaïque », là, peut-être qu'il va me demander, il va me reconnaître. Donc, on me demande, bon, je vais juste l'annuler parce que j'ai un compte. En fait, on me demande de rentrer mon identifiant mot de passe. Identifiant mot de passe, c'est quoi? C'est vos comptes Office 365. Donc, l'identifiant, c'est toujours l'adresse courriel. Et le mot de passe, c'est celui que vous utilisez dans votre milieu. Donc là, je vais vous faire une démonstration. D'abord, là, vous n'avez pas vu la connexion, mais si j'étais un enseignant, je suis présentement dans le compte d'un enseignant ou d'une enseignante. Et ça, c'est la page d'accueil. Lors de ma première connexion, je n'ai aucun emprunt, je n'ai jamais rien essayé. Donc, c'est ma page d'accueil ici. D'abord, on ne voit aucune lecture en cours. C'est normal. Vous allez voir, je vais faire un emprunt tantôt. On va voir comment ça change la page d'accueil. Je peux, si je veux, cliquer sur « Explorer le catalogue » pour aller me promener dans les rayons virtuels de la bibliothèque. Ou sinon, je peux utiliser les sélections thématiques qui se trouvent sur ma page d'accueil. Ces sélections thématiques-là sont réalisées par les bibliothécaires professionnels ou les administrateurs locaux, donc le ou la ou les personnes qui sont responsables de l'administration de Biblius dans votre milieu. Donc, ça peut varier d'un milieu à l'autre, dépendamment de l'intention, de ce qui est fait par vos responsables locaux. Et c'est possible aussi qu'il n'y en ait pas de sélection thématique. Ça peut arriver, si ça n'a pas été mis en place, il n'y en a pas tout simplement, et ça va être mis en cours en temps et lieu. Donc, si je veux, par exemple, aller voir la sélection qui a été faite sur les Premières Nations et les Inuits, donc c'est une sélection qui a été faite. On a une description aussi de ce que c'est. Et je peux, si je veux en savoir plus, cliquer simplement sur la page couverture. Là, j'ai une description du livre, un court résumé. Je peux savoir c'est qui est l'éditeur, la collection et tout ça. Et je peux, si je veux, soit l'emprunter ou je peux en fait d'abord feuilleter un extrait. Si je veux savoir si le livre m'intéresse, est-ce que, autant comme élève que comme enseignant, je peux feuilleter les premières pages pour savoir si ça me convient, si ça m'intéresse. Ça, c'est un court extrait. Ça se veut vraiment à titre de consultation. Ça ne peut pas être reproduit. Vous ne pouvez pas imprimer d'extrait. On n'est vraiment pas dans cette optique-là. Il n'y a pas de fonction de reproduction dans Biblius. C'est seulement de la consultation.
Donc, l'extrait, j'ai vérifié, je l'ai consulté pour voir si ça m'intéressait. Je retourne et je peux l'emprunter très facilement. À ce moment-là, quand je clique sur « Emprunter », le livre s'ouvre automatiquement sur mon appareil. Vous avez vu, je n'ai pas eu à télécharger, je n'ai pas eu à rentrer de compte, je n'ai pas eu à utiliser une autre application. Donc, tout ça se fait automatiquement et c'est assez facile. Ce qui est chouette aussi, c'est que peu importe, là, je l'ai emprunté pour une première fois, mais voyez-vous, il s'ouvre automatiquement au chapitre 2. Ce que ça signifie, c'est que j'ai déjà emprunté ce livre-là et j'avais arrêté ma lecture au chapitre 2 à ce moment-là. Donc là, quand je le réemprunte, l'historique est conservé en arrière-plan et ça réouvre le livre où j'étais rendue quand j'avais fait le retour du livre. C'est la même chose quand j'emprunte le livre et je retourne le lire à quelques reprises. Pas besoin de mettre un signet, tout ça se fait automatique. On voit la date de retour ici. Dans Biblius, tous les titres par défaut sont une période d'emprunt de 41 jours. Je n'ai pas à retourner mon livre si je veux le conserver pour l'ensemble de la période. Au bout de 41 jours, donc ici le 16 décembre 2021, comme on voit en haut, le livre va se retourner tout seul dans le système. Donc, pas de frais de retard, pas besoin de courir après les élèves ou peu importe. Tout ça se fait automatiquement, ça va bien. Si je veux, si j'ai terminé mon livre, par exemple, avant le 16 décembre, je peux le retourner. À ce moment-là, si je retourne le livre, il va disparaître de mon dossier d'emprunteur et il va retourner dans le système. Je vous montre quelques fonctions du lecteur web qui sont là. D'abord, je peux poursuivre ma lecture en mode hors ligne. Ça peut être très intéressant. Je vous disais tantôt que ça prend une connexion Internet pour se connecter, pour accéder à Biblius. Mais une fois que je suis rentrée dans la plateforme, quand j'ouvre mon livre, je peux poursuivre ma lecture hors ligne. Ça, c'est très intéressant, soit dans les milieux où la connexion fonctionne plus ou moins bien, on veut se connecter dans un milieu, puis on poursuit dans un autre. Ou sinon, pour le meilleur exemple, c'est l'élève, par exemple, qui commence à lire à l'école sur son appareil portable, sur son téléphone intelligent, et il veut poursuivre sa lecture dans l'autobus, en attendant à l'école, aller prendre une marche. Et donc, sans consommer de données, on peut facilement continuer la lecture en ligne. Donc, si je fais simplement OK, ben là, le livre va rester et je peux vraiment continuer ma lecture sans aucun problème. Tant que je ne ferme pas mon navigateur, ça ne consomme pas de données et le livre peut être lu. Ça, c'est une fonction qui est bien chouette. Sinon, il y a différentes fonctions aussi au niveau qui permettent de modifier le visuel, l'apparence du livre. Je fais juste un petit bémol, ces fonctions-là sont vraiment intéressantes, mais elles ne sont pas toujours compatibles avec le livre. Donc, quand c'est un roman, c'est facile, par exemple, de grossir les caractères, changer la hauteur des lignes, jouer avec les marges. Bon, vous voyez un peu l'idée. Pour faciliter la lecture, moi, j'aime bien, par exemple, mettre en mode nuit. À ce moment-là, ça fatigue moins les yeux. On peut le lire de manière différente. Et on peut aussi jouer si on préfère avoir une lecture de type pour défiler, par exemple, comme ça. Donc, il y a différentes fonctions pour jouer avec le visuel et dépendamment de ce que j'ai besoin ou ce que je préfère comme affichage, je peux l'adapter. Néanmoins, comme je vous disais, ces modifications-là, si le livre si le fichier derrière le livre lui-même, c'est un album, une bande dessinée, un livre documentaire avec une mise en page complexe, donc avec des photos, des images, des illustrations, il est possible qu'il ne soit pas possible de modifier en fait la mise en page telle qu'on peut le faire avec un roman. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la plateforme qui est problématique, c'est le fichier, c'est le livre lui-même qui ne permet pas ces fonctions-là. C'est quelque chose qui est travaillé présentement, donc ce n'est pas tous les livres qui le permettent. Mais tout ça est nouveau. Comme on vous disait tantôt, Biblius, c'est un nouveau projet. Ça émet des nouveaux besoins qui sont nommés auprès du milieu du livre. Et donc, il y a des changements de pratique aussi qui s'en viennent du côté de nos éditeurs, de nos collègues de la chaîne du livre qui souhaitent en fait comprendre c'est quoi les besoins du milieu scolaire et adapter leur production, adapter leur œuvre. Mais tout ça prend du temps, donc il fallait commencer quelque part. On commence avec plusieurs œuvres qui sont adaptatives comme ça. Puis avec le temps, on espère qu'il y en ait de plus en plus. Il y a aussi, dans le lecteur ici, une fonction de synthèse vocale qui est intégrée. Juste avant de vous la montrer, pour les élèves qui ont nos HDA, donc que ce soit qu'ils utilisent Lexibar ou WordQ, on peut toujours utiliser Lexibar ou WordQ par-dessus
les livres numériques comme on le ferait avec un PDF ou une page web. Il n'y a aucun problème. Là, je ne l'ai pas sur mon appareil présentement, mais je pourrais utiliser mon WordQ par-dessus. Ça fonctionne dans la plupart des cas avec la plupart des livres, mais encore une fois, comme si j'ai un album, par exemple, avec un... Oh, mes excuses pour le son derrière. Si j'ai un album avec beaucoup d'illustrations et le texte n'a pas été configuré derrière comme une illustration, je suis vraiment désolée pour la sonnerie derrière. Si n'a pas été configuré comme un texte, bien, ça ne sera pas reconnaissable par l'appareil. Donc, je vous montre le fonctionnement de la synthèse vocale. Il y en a une qui est intégrée. Si je ne veux pas utiliser WordQ ou je souhaite l'utiliser pour différentes choses, j'ai simplement à indiquer où je veux commencer ma lecture et à peser sur le petit bouton. Je vais m'assurer que le son est bon. Ils continuèrent à se défier jusqu'au milieu de la nuit. Donc, c'est simple, c'est une synthèse vocale qui est relativement, bon, c'est robotique, c'est pas toujours super agréable au niveau de la lecture, mais c'est quelque chose d'intéressant. Et je peux jouer avec la vitesse, donc je peux l'avancer, donc avoir une vitesse très rapide. Par exemple, nos élèves malvoyants aiment beaucoup parfois utiliser une lecture plus rapide ou la ralentir si au contraire, je veux bien lire chacun de mes mots. Donc, tout ça est possible. Je peux aussi, un petit truc qu'on a vu lors du déploiement restreint, on peut fermer le son et si j'ai des élèves, par exemple, de premier cycle, deuxième cycle, on veut travailler la lecture en groupe, on peut partir. Le vieil homme n'était pas habitué à veiller aussi tard. Là, ça ne fonctionne pas mon affaire, mais je peux utiliser le surlignement pour que chacun des élèves lise une phrase un après l'autre si je n'ai pas le son et qu'il y a différentes utilisations pédagogiques comme ça qui pourraient être creusées là, avec vos collègues du récit notamment ou vos collègues enseignants. Finalement, il est possible de se promener à travers la table des matières du livre. Donc ici, je vois que j'ai les différents chapitres. Donc, je pourrais me rendre tout de suite au chapitre 6. Et je peux finalement faire une recherche. Donc, si je cherche chef, par exemple, avoir tous les endroits où le mot chef apparaît. Ça peut être intéressant si je cherche un extrait ou une phrase en particulier et je souhaite le trouver. Donc, c'est une petite fonction qui est bien intéressante. Pour l'instant, il n'est pas possible d'annoter en cours de lecture, mais ça fait partie des développements qui ont été demandés. On en a beaucoup des projets là, qui s'en viennent pour améliorer la plateforme, mais tout ça est un point de départ. Donc, ça a été une grosse parenthèse. Là, je vais fermer mon livre, je vais retourner à la plateforme et retourner à la page d'accueil. Là, on voit que ça a changé. Pourquoi ça a changé? Eh bien, c'est que quand j'ai cliqué sur « Emprunter », le livre s'est allé dans ma section « Je lis ». Donc, ça veut dire que c'est un livre que j'ai déjà commencé. Et lors de ma prochaine connexion, je peux continuer à cliquer. En fait, si je veux poursuivre, simplement cliquer sur « Play » et ça va, je dis « Play », mes excuses, sur le bouton avec la flèche et ça va réouvrir le livre où j'étais rendue lors de ma dernière lecture. Tout ça, c'est bien beau, mais j'ai emprunté ce livre-là à partir de la sélection thématique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre fonction dans Biblius? Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. J'ai d'abord la section « Explorer ». Cette section-là se veut un outil pour découvrir. Si je ne suis pas certaine de ce que je cherche, je veux grappiller, je veux bouquiner sur les rayons numériques, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Je peux à ce moment-là rentrer dans la collection en voyant les titres, différents titres. On me propose plein de titres de manière aléatoire. Si je veux tout voir, l'ensemble des œuvres qu'il y a dans ma bibliothèque numérique, je peux cliquer sur « Tout voir ». Je ne le fais pas tout de suite, dans quelques instants. Sinon, je peux voir les auteurs qui sont offerts, les différentes collections, les éditeurs et encore les sélections thématiques qui se trouvaient sur ma page d'accueil, elles se retrouvent ici. Donc, ça se veut différentes portes d'entrée pour rentrer dans différents éléments. Donc, si je clique sur « Tout voir », par exemple, mes excuses, c'est mon Internet de mon côté qui est un peu lent. Donc, mais je vais normalement avoir toute la page. Bon, voilà, toute la page, tous les livres, en fait, qui sont dans Biblius, qui apparaissent ainsi. Pour l'instant, on n'a pas de recherche par public cible. Donc, je ne peux pas chercher, par exemple, je suis en 3e année du primaire, je ne peux pas chercher par public cible, mais ça s'en vient. Ça va être quelque chose qui va être ajouté au courant de l'année scolaire. Sinon, ça, c'était la section « Explorer ».
Je peux, si je veux aussi, si j'ai une bonne idée de ce que je cherche, par exemple, j'ai mes élèves de 5e, 6e année, ils adorent le hockey, j'ai une classe avec beaucoup de garçons, je cherche un roman sur le hockey, je peux chercher ici dans ma boîte de recherche simplement écrire hockey. Si je veux chercher partout, je peux le mettre comme ça. Sinon, si je veux des titres avec le mot hockey dedans, si j'avais un auteur qui s'appelait Armand Hockey, ben, je pourrais le chercher dans auteur et ainsi de suite. Sinon, je peux aussi utiliser la fonction de recherche avancée et combiner différents éléments. Donc, je pourrais ici, par exemple, écrire dans le titre, ou ça peut être intéressant, c'est quelque chose, on m'a parlé d'un titre, je ne me souviens pas exactement ce que c'est. Donc, je me souviens que le mot hockey dans le titre, et je crois que c'est l'éditeur, c'est Urtubise, mais je ne suis pas certaine. Je vais essayer quelque chose de combiné. Je peux aussi chercher par langue. Donc, j'aurais pu dire, ben, je veux les livres de hockey chez Urtubise en français seulement. Pour le public cible, c'est vrai, mes excuses, on peut chercher par public cible. Je suis vraiment désolée. C'est vrai, c'est un ajout, donc on peut le faire. Donc, je voudrais des œuvres qui sont 12 ans et plus, donc mettons 6 ans et plus. Et le type de média, pour l'instant, on n'a que du livre numérique. Éventuellement, on va avoir du livre audio aussi. Donc, ça va pouvoir être une recherche. Donc, finalement, je lance ma recherche. Oups, pas de résultat. C'est possible. Peut-être que j'ai fait une faute d'orthographe. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de résultat. Donc, à ce moment-là, je vais chercher plus facilement. Là, on voit avec OK, voici la sélection qui sort, qui m'intéresse. Je peux consulter, je suis un enseignant, je suis vraiment encore dans un compte d'enseignant, je peux consulter le livre, je peux le feuilleter comme j'ai fait tantôt, je pourrais l'emprunter pour voir vraiment le livre au complet si ça m'intéresse. Et là vient le volet intéressant, si je souhaite l'utiliser avec mon groupe d'élèves, je peux l'ajouter en lecture à un groupe. Là, ici, je suis dans un compte test, on voit groupe A, groupe B. Mais dans la réalité, vous allez voir les groupes qui vont apparaître ici. Ce sont les groupes qui sont dans votre mosaïque portail, qui sont configurés dans le GPI derrière. Donc, souvent, ça va être un code comme FRA, quelque chose. Mais ce qui est chouette, c'est que tous vos élèves sont liés à ces groupes-là. Vous n'avez pas à importer vos élèves. Tout ça se fait automatiquement. Votre portail scolaire parle à Biblius et les deux parlent le même langage. Donc, on sait quels élèves sont dans quel groupe. Donc, je vais assigner ma lecture à mon groupe B. On voit que ça a bien fonctionné ici. Et je peux retourner voir dans lecture au programme ici là, j'ai deux groupes parce que, par exemple, je pourrais être un spécialiste en art, puis j'ai deux groupes dans deux groupes, finalement, et je peux retourner voir ce que j'ai assigné à mes élèves. Je pourrais l'enlever si je me suis trompée. Sinon, je peux voir là, ce qui a été fait. Là, je suis allée assez rapidement, je vois le temps qui défile. Je vais me déconnecter cette fois, me connecter comme un élève pour vous montrer ce qui se passe du côté de l'élève. Voilà, là, vous voyez sur la page d'accueil de l'élève, c'est un peu différent. Il y a la section « Je lis » ici, ça, ce sont les lectures qui ont été commencées par l'élève pour des lectures soit personnelles ou des lectures obligatoires. Et il y a la section « Je dois lire ». Cette section-là, ce sont les livres que mon ou mes enseignants m'ont assignés. Donc, je peux aller voir si je vois tout. Là, ici, j'ai groupe A, groupe B, mais si j'ai, par exemple, mon enseignant, je suis au secondaire, j'ai mon enseignant d'histoire, mon enseignant de français, mon enseignant d'art qui m'assigne différents livres, tout ça va se trouver ici. Et là, je peux, à ce moment-là, démarrer la lecture simplement en pesant sur la petite flèche qui va permettre d'ouvrir le livre. Je ne l'ouvrirai pas pour sauver un peu de temps. Sinon, le reste de l'interface, ça se ressemble beaucoup. Il y a les sélections thématiques, la section explorée, tout ça est disponible assez facilement. Il y a aussi possibilité de réserver un livre lorsqu'il n'est pas disponible. Tous les livres de la collection partagée, les 407 œuvres offertes par le ministère, sont disponibles en tout temps, sans limite. Donc, il peut y avoir un nombre illimité d'utilisateurs en même temps. Donc, on n'a pas à les réserver, ils sont toujours disponibles. Néanmoins, les achats locaux, si vous complétez, si votre milieu complète avec des achats des collections locales, il est possible que, dépendamment de la licence ou le choix qui a été fait, le ou les livres pourraient l'utilisation pourrait être limitée, par exemple, à un seul utilisateur à la fois. À ce moment-là, le livre serait non disponible et si on veut le lire, on devrait le réserver. Et là, quand il devient disponible à mon nom, je peux le lire et l'emprunter.
Il sera possible bientôt aussi de faire des réservations de toute une licence au complet, donc de plusieurs prêts pour un enseignant, pour un projet en particulier. Donc, tout ça est en cours de route, mais je ne vais pas, je vais arrêter ici, en fait, ma démonstration. Puis, si vous voulez vraiment un tour, un survol de Biblius, que vous pourrez sans problème réfléchir et regarder et explorer de votre côté. Dernier élément, ça fait mes excuses. Dernier élément, il y a dans Biblius, au niveau de la connexion, vous avez vu tantôt, on a passé par le mosaïque portail, donc le portail scolaire. Un des avantages de ça, en plus d'importer les groupes et de créer automatiquement les dossiers de tous les comptes d'utilisateurs dans Biblius au moment de la connexion, ça permet aussi de limiter l'accès des œuvres qui sont pour un public cible de 12 ans et plus pour les élèves du secondaire. Ça veut dire autrement qu'un enseignant, un élève du primaire qui se connecte ne verra pas les livres qui ont un public cible 12 ans et plus, pour des raisons bien évidentes. Toutefois, il est possible, comme enseignant, si je suis un enseignant en 5e, 6e année, parfois on a des groupes bien avancés où on a bien sûr notre jugement professionnel qui dit, ben moi, ce livre-là, je veux l'utiliser en classe. Il n'y a aucun problème. On peut très, très bien assigner comme enseignant, moi, je vois l'ensemble des œuvres. Donc, même si le livre est 12 ans et plus, je l'assigne à mon groupe. À ce moment-là, par exemple, à la recherche du bout du monde, si c'était un public cible de 12 ans et plus et que je suis un élève du primaire, bien, je me serais connectée à la plateforme. Si j'avais cherché dans Explorer ou dans le catalogue, je ne l'aurais pas trouvé. Mais si mon enseignant me l'assigne, je peux le voir, je peux le lire. Donc, ce qui permet une flexibilité. Puis ça laisse place au jugement professionnel de l'enseignant là, pour les livres qui sont un peu plus, soit une thématique un peu plus particulière ou un niveau de lecture plus élevé aussi. Donc, c'est ce qui complète la petite démonstration. Je reviens tranquillement à ma présentation. Donc, c'était la visite guidée. Finalement, je conclus. On a fait vraiment ça assez rapidement quand même, mais tout ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment seulement le début. C'est le début d'une grande aventure, même si ça fait des années qu'il y a des demandes pour le livre numérique en bibliothèque scolaire, même si ça fait des années que nos EHDA, nos petits cocos avec des besoins particuliers, on le sait qu'ils ont besoin d'avoir accès à du livre numérique. Tout ça a demandé énormément de travail et ce que je viens de vous présenter, c'est un aboutissement, mais c'est surtout un premier chapitre. Donc, il y a une volonté du ministère de l'Éducation, de BiblioPresto, de l'ensemble des partenaires, de continuer à améliorer Biblius, la plateforme, les fonctionnalités, mais aussi les œuvres qui sont intégrées. La collection partagée, c'est une première. C'est la première fois qu'on a mis sur pied cette collection-là. C'est une première mouture. On va continuer à réfléchir sur son contenu, les conditions d'utilisation, les licences, tout ça vraiment va se mettre en place avec l'ensemble des collaborateurs, la chaîne du livre, la recherche universitaire, le ministère, nos collègues du récit, le milieu, et aussi finalement la complémentarité avec la bibliothèque scolaire. Donc là, ça fait beaucoup d'informations en même temps, mais n'hésitez pas à parler avec vos bibliothécaires, avec vos conseillers pédagogiques de l'outil, pour savoir d'abord comment l'utiliser, mais si aussi vous avez des problèmes techniques, des questions par rapport à la plateforme, on vous invite d'abord, si possible, à communiquer avec vos bibliothécaires ou les personnes responsables de la plateforme dans votre milieu. Mais vous pouvez aussi nous écrire et nous, on va vous référer là, aux bonnes personnes. En gros, Biblius, c'est vraiment les premiers chapitres d'une grande aventure, puis on a hâte d'écrire la suite en collaboration avec vous. Voilà. Je pense qu'il va nous rester 5 minutes environ pour les questions. Juste avant de prendre les questions, je vais laisser à l'écran quelques minutes ici le site projetbiblius.ca. J'ai dit à plusieurs reprises dans la présentation, n'hésitez pas à nous écrire. Et bien, comme je vous ai montré là, sur le site Projet Biblius, il y a une section Contact. Donc, il suffit de cliquer là-dessus et vous pouvez à ce moment-là remplir un petit formulaire qui est envoyé à notre équipe. Notre équipe, nous sommes 3 chargés de projet. Donc, ce n'est pas une grosse boîte, ce n'est pas une grosse machine. On répond très, très rapidement à l'ensemble des demandes qui sont émises. Si nous, on ne peut pas y répondre, à ce moment-là, on vous réfère à vos milieux. Mais n'hésitez pas d'abord à consulter le site, puis ensuite à nous écrire en cas de questions. Voilà. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran. Oui, Sarah Kim, est-ce qu'on a des questions auxquelles on pourrait répondre? Oui, on en avait beaucoup. J'ai répondu à beaucoup de questions au fur et à mesure, mais j'en ai noté quelques-unes qui peuvent concerner tout le monde. Donc, est-ce que WordQ ou Lexibar sont compatibles avec le lecteur web Biblius?
Oui, tout à fait. Comme je vous mentionnais tantôt, Lexibar et WordQ, non seulement sont compatibles avec le lecteur, mais ils sont compatibles aussi avec la plateforme elle-même, donc les descriptions de livres, il n'y a pas de problème, on peut passer Lexibar ou WordQ par-dessus, ça fonctionne. Toutefois, il pourrait y arriver que certains livres, en fait, WordQ et Lexibar sont compatibles avec le lecteur, il n'y a pas de problème. L'outil, le contenant est compatible. Toutefois, le contenu, donc l'œuvre elle-même, il pourrait arriver que certains albums, certaines bandes dessinées, on essaie de passer WordQ par-dessus et ça ne fonctionne pas. C'est possible, ça dépend comment le fichier lui-même, l'œuvre a été configurée par l'éditeur. Ça, c'est un travail qui demande, c'est un élément qui demande beaucoup de travail de la part des éditeurs, d'adapter leurs pratiques, de rendre leur livre accessible le plus possible. Donc, il faut garder en tête que si le livre n'est pas accessible présentement, il ne fonctionne pas avec WordQ, peut-être qu'il va l'être éventuellement dans les prochains mois, les prochaines années. Tout ça est un work in progress. Mes excuses pour l'utilisation de l'expression anglophone. Est-ce que c'est l'école qui doit débourser pour l'achat de livres? Très bonne question. Pour la collection partagée, donc les 407 œuvres qui sont offertes par le ministère, il n'y a aucun coût. C'est pour les écoles ni le milieu, tout ça est offert par le ministère de l'Éducation. Donc, autant l'accès à la plateforme, son utilisation, donc la plateforme, l'outil et la collection partagée, tout ça est sans frais pour l'ensemble du réseau public. Si on souhaite faire des achats locaux, donc ajouter des œuvres dans Biblius, il n'est pas possible de développer une collection par école. La collection doit être faite au niveau du centre administratif, au niveau la collection locale doit être développée et en fait, elle va être partagée à travers les établissements scolaires du CSS ou de l'ACS. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si j'achète un livre avec un budget X local, il va être accessible pour tous les élèves et tous les enseignants de mon centre de service scolaire. Il y a des enjeux au niveau budgétaire, mais on ne va pas rentrer là-dedans. C'est à chaque milieu à déterminer, en fait, comment s'organiser, comment centraliser s'il le souhaite ou autre. Là, c'est vraiment, ça, c'est un élément qui appartient à chaque milieu. On a aussi eu plusieurs questions sur les fonctionnalités à venir, donc qui sont dans notre plan de développement. Donc, par exemple, la notation de livres, le dictionnaire intégré, est-ce qu'on peut assigner à un seul élève ou à un petit groupe d'élèves? Oui, bien, l'assignation, effectivement, de pouvoir assigner à un élève, c'est quelque chose qui est demandé, qui a été notamment nommé par les participants au déploiement restreint l'an dernier. C'est un développement qui est souhaité, qui est à venir. On n'a pas de précision là, concernant la date encore, mais toutes les demandes, les suivis, ça s'en vient. On a encore beaucoup, beaucoup de développement à faire dans Biblius. Je vois qu'il reste 1 minute seulement. Est-ce que j'ai une mini-question, quelque chose de rapide? Tu l'as mentionné, mais on a eu beaucoup de questions sur l'accès pour les écoles privées. Donc, peut-être juste de répéter l'information. OK, parfait. Oui, pour les écoles privées, dans le fond, le calendrier de déploiement on est en train de finaliser au niveau technique le branchement pour les différents portails les plus utilisés. Donc, une fois que l'élément technique va être terminé, on va élaborer un calendrier de déploiement avec les gens notamment de la FEP, le ministère, et on va partager et rendre ça public pour pouvoir établir un plan de branchement, dépendamment des portails, dépendamment des milieux, dépendamment des budgets. Donc, on va établir ça. Donc, pour l'instant, le calendrier, il n'est pas encore public, mais il devrait l'être probablement là, au début de l'hiver. On n'a pas de date encore. Restez à l'affût du site. Sinon, via la FEP, vous allez recevoir sans aucun doute là, des nouvelles quand on va être prêt à diffuser le plan de branchement. Il est 12h20. Je vous remercie énormément de votre participation, de vos questions, votre intérêt pour le projet aussi. Je remercie ma collègue Sarah Kim, je remercie les gens du récit et je remercie le ministère là, de nous avoir permis de présenter la plateforme dans le cadre de la journée numérique en éducation. Donc, bonne journée et bonne présentation pour la suite.